Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Carl Charret avec qui on fait un retour sur l'agression dont il a été victime en 2002. On va voir ce qui s'est passé durant toutes ces années-là. Ce serait intéressant de passer une bonne partie de l'émission avec Carl. Pierre amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, les ondes cérébrales et technologies. Vous êtes à Folie douce, émission numéro 784. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir Carl Charret. Bonjour Carl. Bonjour Yvan. On est amis, on se connaît depuis longtemps. On va évidemment échanger ensemble. La dernière fois qu'on s'est parlé au micro, c'était il y a plus de 15 ans. Puis c'était pour le même sujet qu'on va se parler aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant de faire un retour sur l'événement parce qu'il y a eu une agression à laquelle tu as été victime en fait en 2002. J'aimerais ça que tu me mettes peut-être les auditeurs un peu dans qu'est-ce qui s'est passé, puis on pourra évidemment élaborer, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? En fait, il y a ceux qui connaissent un peu là, la géographie montréalaise, il y a dans l'ouest de l'île ce qu'on considérait comme le secteur de l'ancien Forum, était à une époque les bureaux de ce qui est devenu Bell Media maintenant, mais qui était Astral Média, donc pas Astral Radio, mais Astral Média. Les bureaux étaient dans ce secteur-là, près du Centre canadien d'architecture. Ouais. Et moi, je demeurais au niveau de la ligne orange, mais c'était plus simple pour moi de prendre l'autobus sur Parc et de monter jusque chez moi. C'était plus long, c'était plus fastidieux, c'était plus plate. Il n'y avait pas jadis les téléphones intelligents. Il n'y avait pas, on avait des baladeurs, on avait des Walkman ou des Discman. Des fois, j'étais le seul à le faire parce que j'étais le seul à faire cette route-là. Je n'avais aucun collègue qui faisait cette route-là. Et j'ai un collègue à un moment donné qui m'a dit, tu pourrais marcher de la station Beaubien sur la ligne orange jusqu'à chez vous et on pourrait faire le trajet ensemble. Mm-hmm. Donc, parfait, on va faire le trajet ensemble, ça va être sympathique, ça va être agréable. J'avais travaillé énormément d'heures, c'était le premier soir où je finissais tôt, et parce qu'on était dans un rush de production et tout ça, j'étais webmestre à l'époque, j'étais programmeur à l'époque. Et donc, on part ensemble, il est 5h, 5h15, on passe dans le tunnel en dessous du Centre canadien d'architecture, qui depuis a été refait, donc ce n'est plus le même tracé pour les piétons. On passe là, on croise 3 hommes qui nous demandent si on a des cigarettes. Je ne fume plus. Je dis non, il n'y a pas de cigarettes, je ne fume plus. Et je regarde l'ami, le collègue de travail en question que je nommerai pas pour garder son secret ou son identité, protéger son identité. Je croise le collègue et je lui dis, je pense qu'on est dans la merde. Je pense que je n'ai pas un bon feeling. On vient de croiser 3 jeunes garçons qui vont nous mettre dans le pétrin et on devrait pas être là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Le collègue me dit non, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, mauvaise perception, tu viens pas de Montréal, ça fait 2 ans que tu es à Montréal, tu vas voir, ça arrive pas, c'est dans les films, ces histoires. Pas de problème. Mais ton feeling était pas bon. Là. Mon feeling était excellent. Était vraiment bon. Ouais. Donc, les hommes se sont mis à courir, nous ont couru après, sont venus à notre hauteur. C'était, selon les policiers, selon les théories, c'était une initiation. Mm-hmm. Donc, pour ceux qui ne nous voient pas, de cette voix grave, je fais à peu près dans les 6 pieds et je suis assez braqué. Donc, c'est bon pour une initiation de s'en prendre à un 6 pieds baraqué, selon les policiers, bien sûr. Mm-hmm. Et ils ont décidé de s'en prendre à moi. Donc, ils ont laissé le collègue qui était à peu près à la distance de nos micros, ils ont laissé le collègue aller. En fait, il le tenait d'une main, mais à peine. Le collègue a tout vu ce qui s'est passé et ils m'ont agressé. Donc, j'ai eu de nombreux coups de couteau. Et j'ai eu en fait, un des coups de couteau m'a percé la trachée et un autre des coups de couteau est arrivé à quelques millimètres de la jugulaire. Donc, puis je dis froidement aujourd'hui, mais j'ai véritablement failli y passer et j'ai vécu 2, 3, même quasiment 10 ans de choc post-traumatique. Ouais.
parce que ça m'a pris, puis c'est drôle, bon, on l'a fait il y a plusieurs années, il y a plus d'une dizaine d'années, on l'avait fait à 1 an et quelques de l'événement. Exact. C'est ça, fait que t'étais peut-être même pas probablement que t'as vécu des choses difficiles après l'entrevue qu'on avait fait, là. En fait, je le vivais pendant l'entrevue qu'on avait fait, et c'était vraiment ta candeur et c'était vraiment ta gentillesse qui m'avait donné le courage. Puis je me rappelle, vous étiez un petit peu plus haut dans le Myland. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Et juste de me rendre à la station m'avait pris, de tout mon petit courage pour être capable juste de me dire, ben je m'en vais enregistrer, puis je pense qu'on l'avait fait en plein jour, mais même en plein jour, ça m'avait pris tout mon courage pour le faire. Parce que ça devenait aussi, c'était un peu comme, c'était la première fois que tu en parlais de cette façon-là, et aussi avec peut-être autant de détails, puis de façon, entre guillemets, publique, tu sais, je veux dire, à la radio, exact. Ça reste public aussi. J'avais, puis c'est drôle parce que je n'ai pas revu ces collègues-là, mais il y a plusieurs collègues, et on me l'a dit, parce qu'il y a quelques temps de ça, il y a un article qui est paru dans un journal très connu québécois, dans 2 journaux en fait, parce que dans la filiale Québec et Montréal, l'article est paru. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, on savait tellement pas comment te gérer. On savait tellement pas comment gérer ce que tu vivais. Qui était au courant de ce qui est arrivé. Qui était au courant, qui sentait, qui ressentait la douleur. Et moi, mon exutoire, c'était de le raconter. Mais pas de le raconter publiquement. Je me rappelle, j'avais écrit à des journalistes que je connaissais à l'époque, parce que, bon, ça fait 20 ans que je fais de la communication, j'ai fait du journalisme, puis j'ai fait plein de choses. J'avais écrit à des journalistes à l'époque en leur disant, si vous voyez sur les scanners des policiers une agression en main armée à tel coin de rue, n'en parlez pas, ne couvrez pas cette nouvelle-là, je ne veux pas que vous en parliez. Parce que je ne me sentais pas à l'aise, et même lorsque le journal m'a approché, j'ai tellement eu peur aux conséquences et à la répression qui peut venir de prendre parole sur une situation de force mentale ou de santé mentale. Il y a une peur d'être étiqueté, et ce que j'ai vécu est rien possiblement par rapport à ce que beaucoup d'autres personnes vivent en termes de santé mentale, mais j'ai tellement eu peur d'avoir une étiquette, j'ai tellement eu peur d'avoir une mauvaise réaction. Lorsque l'article est sorti, je faisais un mandat dans une émission de radio matinale durant le temps des fêtes, et j'étais allé jusqu'à demander aux journalistes, est-ce que l'article pourrait être publié après mon mandat, parce que je ne veux pas que les collègues aient à gérer l'espèce de gêne d'affronter puis de me dire, mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là, puis ça n'a pas de bon sens, puis alors que c'est tout le contraire que j'ai eu. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie, lorsque tu as sorti tes coups de cœur et que j'ai été ton premier coup de cœur, puis c'est extrêmement touchant, et je t'en remercie, et je remercie les auditeurs. Lorsque j'ai été ton premier coup de cœur, je t'ai tout de suite contacté en disant, ben, Yvan, je pense qu'il y aurait quelque chose à raconter de nouveau 15 ans plus tard. L'après, parce que ce que j'ai vécu avec la sortie de cet article-là, c'est une dose d'amour incroyable, fantastique, et de 2, des messages d'inconnus, de gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'ont trouvé de par Instagram, Facebook, Twitter, mon courriel. J'ai reçu des appels. Ça marche, ce journal-là. Ça fonctionne très bien, le journal-là. Et les gens dont un homme qui m'a extrêmement touché. Et d'ailleurs, tu me fais me rappeler qu'il faudrait que je prenne de ces nouvelles. L'homme m'a écrit en me disant, j'ai vécu à peu près la même agression que vous, 3 ans plus tard. Je fais à peu près le même gabarit que vous en termes de grandeur. Je suis plus grassouillet que vous. Ma femme est enceinte. Je ne voulais pas de cet enfant. Vous me donnez envie d'être père. Ma fille va naître dans les prochaines semaines. J'étais dans la maison chez moi, dans l'appartement chez moi, et je pleurais à chaudes larmes, en me disant, mon Dieu, le courage, et c'est des amis qui m'ont encouragé à le faire, le courage que ça m'a pris pour dire oui
à faire cette entrevue-là m'a donné une paye. Je fais pas d'argent quand je fais des entrevues avec toi, avec... Mais tu te rends compte que il y a quelqu'un que ça aide, ou en tout cas, ça fait du bien. Il y a quelque chose qui se passe. Mais si je ne fais du bien qu'à une seule personne, j'ai fait du bien à cette personne-là, puis il y en a d'autres, mais j'ai fait du bien à cette personne-là. Ouais. Ce grand gaillard-là, courageux, qui n'a jamais osé en parler, s'est senti reconnu, et il a pu montrer à sa conjointe, à la mère de son enfant, la mère de sa fille, regarde, tu sais, quand tu me comprends pas, ben, lui me comprend. C'est ça, parce que c'était clair dans le journal que tu as expliqué aussi comment tu l'avais dit aussi dans notre entrevue là, en 2004, là, mais tu étais devenu comme quasiment insupportable. Tu avais choisi le côté, ou bien tu es résilient puis tu fais avec, ou bien là, tu deviens complètement exécrable, entre guillemets, mais c'est toi-même qui le disais. Puis c'était juste un processus normal, mais tu avais choisi ce côté-là parce que c'était peut-être une rage là, que tu voulais sortir. Puis, et je pense que c'est encore une rage. Tu sais, on a plusieurs façons de gérer l'émotion. Et on reste souvent dans des émotions qui ne nous plaisent pas. On ne se sort pas d'une mauvaise émotion. Comme, tu sais, puis c'est souvent des blagues entre amis. Mon Dieu, que X ou Y, Z devrait se sortir de sa relation. Il est pas bien, il n'est pas heureux là-dedans. Ben, il fallait que je me sorte de moi-même pour être capable de redevenir supportable parce que j'étais extrêmement désagréable. Et, comme tu dis, il y a des formes après ça qui viennent. Ça commence souvent par de la dissociation. Donc, je me dissociais du mal, je me dissociais de la douleur, mais je me dissociais de tout aussi. Fait que ça devenait une espèce de narcissisme où, ben, ce sont ce que moi je voulais, quand je le voulais, qui passait en premier. Les conséquences que ça amenait pour les autres me dérangeaient moins. Et depuis l'apparition de l'article, je te dirais qu'il y a plus il y a une plus grande prise de conscience. Puis, tu sais, il est arrivé un peu avant cet article-là, il est arrivé plein d'autres choses dans ma vie aussi. Ça pourra faire une troisième entrevue. Comment être capable d'affronter plus d'une situation et plus d'une cause de stress dans une vie. J'en suis un parfait exemple. Mais il est arrivé d'autres événements où là, ben, au lieu de me dissocier, j'ai commencé à m'auto-analyser. Et c'est comme ça que j'en suis venu à être capable, même si j'ai été extrêmement nerveux et même si la parution me faisait trembler comme une feuille, j'en suis devenu à être plus critique de moi-même, mais aussi à me pardonner plus facilement. Parce que même si on est victime d'un acte criminel, on se sent coupable et on se sent la cause de. Et j'ose même pas penser à toutes les victimes d'actes criminels sexuels. J'ose même pas penser aux gens qui restent dans le silence pour des énormes secrets. Moi, j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça a duré que quelques secondes et après, c'était terminé. J'ose croire quelqu'un qui est victime d'un syndrome post-traumatique parce qu'il revient de la guerre en Afghanistan ou de la guerre ou qui est revenu de la guerre au Vietnam il y a 60 ans de ça ou 50 ans de ça. J'ose croire comment ces gens-là ont une résilience et une force de caractère ou qui mettent dans une boîte puis ça va exploser un jour. Ouais. Carl, c'est trop intéressant, je te garde. Plus tard à l'émission, on va poursuivre parce que j'ai beaucoup d'autres questions à te poser. Puis c'était fort intéressant, Carl Charret. Donc, reste avec nous, puis on va en parler plus tard à l'émission. Avec plaisir. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce, qui traite de santé mentale depuis 1991. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, c'est ondes cérébrales et technologies. Je sens qu'on va en apprendre des choses. Oui, ça fait... c'est un peu science-fiction. Oui. Des fois... Je me dis à moi-même, je disais à des amis, on est rendu dans le futur. Bien, c'est ça, c'est de la science-fiction, mais qui est aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est ça. En fait, je vais vous parler, je vais lire 2 articles que j'ai trouvés sur Internet qui parlent des personnes qui sont paralysées, peut-être pas à 100%, mais qui sont paralysées totalement ou en partie, qui arrivent à faire
toutes sortes de choses maintenant grâce à des logiciels qui sont adaptés pour ces personnes-là. Tout d'abord, je vais vous lire un premier article qui s'appelle « Ondes cérébrales et paralysie ». J'ai pris ça sur le site de l'Université McGill. Ça s'appelle reporter.mcgill.ca. Un article écrit par M. François Chalom, qui est journaliste à la Gazette de Montréal. Montreal Gazette. Alors, on nous dit des étudiants de McGill construisent une chaise roulante propulsée par le cerveau en à peine 30 jours. Marley Xiong et Jenisha Patel voulaient monter un projet ensemble. N'importe quel projet. Madame Xiong disait du moment qu'il s'agissait d'interface cerveau-ordinateur. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, appuyées par une équipe d'une trentaine d'amis et de collègues de McGill Neurotech, tous étudiants en ingénierie, en sciences ou dans les arts. Leur création, la chaise roulante intelligente qu'ils ont baptisée Milo, M-I-L-O, a vu le jour à peine 30 jours plus tard. Milo est l'acronyme anglais pour Mind Controlled Locomotive. A été leur contribution au concours étudiant de Neurotech lancé en février 2019. Madame Xiong nous dit, au début, Jenisha et moi échangions des idées. Une étudiante en biologie et sciences informatiques de 21 ans. Une semaine plus tard, dit-elle, le 24 février 2019, on a réuni une équipe. En l'espace de 16 jours, on est devenu un groupe de 35 personnes et on a tous réfléchi à ce qu'on pouvait bien bâtir. Le 1er mars, on a reçu le fauteuil roulant tout dépouillé et le 31 mars, on a filmé la démo avec le produit fini. Une chaise roulante guidée par électroencéphalographie, c'est-à-dire l'activité électrique du cerveau. Tout ceci conçu pour offrir une meilleure autonomie aux personnes lourdement handicapées, comme la paralysie. Et Mme Xiong disait, le 31, on s'est levé à 7 heures le matin en priant que ça marcherait. Et elle nous dit, en effet, ça a marché. C'était la dernière chose à laquelle on s'attendait. Pas parce qu'elle est pessimiste, mais plutôt parce que assembler une machine complexe et futuriste comme celle-ci, à partir de zéro en un mois, est tout un tour de force. Oui, c'est surtout ce qui m'impressionne, c'est de comment elles ont fait pour arriver à ce que la pensée, ou en tout cas le travail du cerveau puisse influencer le mouvement de la chaise. Oui, ben, tu vas voir, on va en parler, oui. Une telle machine est loin d'être la première, mais c'est quand même une réussite impressionnante pour un groupe d'étudiants de premier cycle. Les mouvements de la chaise sont commandés par de l'information envoyée du cerveau, explique Rafi Hotter, qui a 19 ans, un étudiant en maths et en informatique. 4 électrodes sont raccordées à l'arrière de la tête du conducteur d'essai et des ondes cérébrales, c'est-à-dire les signaux, envoient des commandes à la chaise de virer à gauche ou à droite. Des capteurs détectent des personnes ou des obstacles et donnent des ordres à la chaise de réagir en conséquence en tournant, en ralentissant ou en s'arrêtant. La tâche initiale de Hotter consistait à concevoir le logiciel, tandis que Xiong développait les algorithmes pour déceler les schémas de pensée. Imagine-toi. Est-ce qu'on dit dans quelle discipline elles étudient les deux? Parce que j'imagine qu'il y a un rapport avec il y a comme un rapport avec la médecine, en tout cas, où ils ont peut-être pris on disait que c'est la division Neurotech, si tu veux, à l'Université McGill. Donc, à la fois du côté neurologique. Oui. Alors, la tâche initiale de Hotter consistait à concevoir le logiciel, tandis que Xiong développait les algorithmes pour déceler les schémas de pensée. En serrant les mâchoires, la personne fait avancer ou arrêter le fauteuil roulant. Mais également, si la personne imagine tourner à gauche, simplement en imaginant, nous pouvons obtenir un signal qui force la chaise à tourner à gauche. Nous leur avons demandé de songer à remuer leur main gauche ou droite, ce à quoi ressemble quelqu'un qui songe à sa gauche ou à sa droite en termes d'ondes cérébrales. Okay. Et on a créé tout un ensemble de logiciels à partir de ça.
C'est vrai que si on veut aller vers la gauche, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, hein, c'est ça? Oui. C'est de la science-fiction, mais c'est tellement intéressant. Exactement. Madame Sion nous dit, on a ensuite transmis cette information à l'algorithme qui était fait pour qu'on puisse lui dire, regarde, ces données correspondent à la personne qui pense gauche ou droite. Mm-hmm. L'algorithme peut alors proposer une représentation de ce que veut dire tourner à gauche pour le cerveau. Bref, elle transforme une pensée en geste physique. C'est génial, s'exclame Xiong. On adore l'observer travailler. Et je continuerai un peu plus tard. Absolument. On est accroché à tes lèvres pour ça, pour la suite, un peu plus tard dans l'émission. Donc, ondes cérébrales et technologies à folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec Carl Charret et le retour sur l'agression dont il a été victime en 2002. À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet ondes cérébrales et technologies. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, recherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro, donc avec notre invité Carl Charret. Toujours un plaisir de t'avoir en studio. C'est bien que tu aies accepté l'invitation. Carl, tu nous parlais donc de comment s'est passée l'agression dont tu as été victime en 2002. Comment ça s'est présenté, en fait, le journal? C'est une question de circonstance. Le journal a voulu faire un article parce qu'il y a eu beaucoup d'impact là, avec la publication de l'article. En fait, à chaque année, et c'est la beauté des médias sociaux, je souligne pas beaucoup d'anniversaires. Mm-hmm. Je souligne pas, tu sais, je souligne l'anniversaire de mon enfant, je souligne mon anniversaire de quelques amis, mais des événements marquants, je souligne pas ça. Ouais. Sauf l'agression. Ouais. Et à chaque année, je fais une espèce de petit statut, la journée de l'agression, en disant, ben, il y a de cela tant d'années, il y a de cela tant d'années, il y a de cela tant d'années. Et la directrice et c'est drôle parce qu'elle est partie en congé de maternité avant que l'article soit publié. La directrice du cahier J'aime, pour ne pas le nommer, m'a approché en disant, je ne savais pas. Je viens de voir passer ton statut. Je cherche des sujets pour notre 3 pages. Est-ce que tu accepterais qu'on parle de ton histoire? C'est vraiment quelque chose human, entre guillemets. Exact. Donc, ils ont, je ne sais pas combien de temps ils vont garder ça, mais ils ont eu, à une certaine époque, puis ils ont encore un peu des histoires humaines à chaque semaine. Donc, de présenter l'humain, de démontrer la fragilité humaine ou la candeur humaine ou tu sais, on parlait de la difficulté de la séparation. Ben, il y avait un article que j'avais lu lorsqu'il m'avait envoyé la recherche pour m'expliquer c'était quoi le contexte, d'un homme qui recevait au-dessus de 2500 messages de la mère de ses enfants par jour. Wow, OK. Donc, puis là, je regardais ça, puis je me disais, ah non, mon Dieu, c'est pas le traitement que je veux, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas comme ça que je veux le faire, je ne veux pas faire pitié. Mm-hmm. Et j'ai demandé à ce que ça soit traité autrement. T'en fais pas, le journaliste, c'est un ami, on est allé à l'école ensemble, tu vas voir, il va te donner un bon traitement. Et effectivement, le résultat a été intéressant. Je pense que vous avez publié là, sur vos réseaux sociaux le lien de l'article. Ouais. Mais le résultat a été intéressant parce que ça m'a permis de parler franchement. Et oui, en détail, ce qu'on ne peut plus vraiment faire aujourd'hui dans les médias parce qu'il faut faire court, mais aussi de prendre une espèce d'autre angle parce que toute la préparation que je me suis donnée pour faire l'article, à ressasser ma mémoire, puis essayer d'avoir les faits, puis de pas donner de l'émotion, mais de donner du fait, Ouais. ben m'a permis de remettre à jour et de consommer différemment des trucs que j'avais oubliés. Ouais. Et surtout de faire la paix. Donc, tu me demanderais aujourd'hui c'est quoi la date de mon agression? Je m'en rappelle, mais je m'en rappelle presque plus. Ouais. Parce que j'ai fait la paix avec ça. C'est-à-dire que quand tu arrives on peut le dire, la date, le 25 septembre Exact. 2002, quand tu arrives à cette date-là, à l'époque, même tu me disais, tu allais porter même un bouquet à l'hôpital général qui
Puis c'était comme un peu une façon de dire merci de m'avoir sauvé la vie. Puis c'est un peu ça. Là. Et j'étais en choc post-traumatique. Je l'ai été pendant 10, 12, 15 ans. J'étais pas parlable du 20 jusqu'au 30 septembre. C'est pas un bon mois, ce mois de septembre. Ce bout-là. Ouais. Le reste du mois, ça allait, c'était correct. Ouais. Bon, tu sais, les premières années, j'étais même pas capable de marcher, de fonctionner dans Montréal. Ouais. J'avais le syndrome post-traumatique à fond. Mais j'avais toujours ce bloc-là du mois de septembre où je devenais plus moody, où je devenais vraiment exécrable à endurer, que ce soit pour les amis ou la conjointe. Puis là, c'est comme si j'avais fait... Tu sais, là, je vous donne l'entrevue aujourd'hui, mais c'est comme si j'avais fait le tour de la question. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on l'a fait, on s'en est sorti, puis ça fait partie de ta vie. Puis, exact. C'est ça. Puis là, j'ai envie de raconter de nouvelles histoires, parce qu'il m'est arrivé d'autres trucs, mais c'est comme... J'ai envie de continuer, tu sais... On m'a approché, certains organismes m'ont approché me disant « Est-ce que tu aimerais venir donner des conférences? Donc, tu sais, j'ai survécu à une agression. Puis je me disais « à quoi ça va servir? Et est-ce que je veux me remettre continuellement dans cette émotion-là et ce sentiment-là? » C'est ça. Parce que ce que j'essaye de raconter, j'essaye de le raconter de la façon la plus humaine possible et j'essaye de le raconter de la façon la plus naturelle possible pour aller toucher les gens. Mais si je dois le faire continuellement devant des nouvelles personnes, je vais sortir de là complètement brûlé, vidé. Et ça m'aura rien donné de plus. Ouais. Parce que oui, je vais avoir aidé certaines personnes. Oui, je vais avoir fait un peu d'argent avec ça, mais c'est plus là que c'est plus de ça que j'ai envie de parler. C'est plus là que j'ai envie d'être. Ça t'a peut-être permis de le dire. Ça t'a peut-être permis de prendre ton envol pour d'autres choses, mais justement, on l'oublie pas, mais sauf que... Non, c'est là, mais c'est comme si j'avais clos un chapitre. C'est ça, ouais. Et je pense que ça fait partie de la maladie d'être capable de clore des chapitres dans notre vie. Je pense qu'on ne ferme pas assez de boîtes. Ou quand on les ferme, on les ferme, mais c'est pas le temps de les fermer. Mais lorsqu'on sent que c'est le temps de les fermer, on laisse souvent des boîtes ouvertes ou des problématiques qu'on a ouvertes et on ne les... Non seulement on ne les règle pas, mais on empire la situation parce qu'on n'est pas capable de vivre autre chose ou de passer à autre chose. C'est un peu comme une personne qui se sépare. Si elle ne fait pas le deuil de sa relation d'avant, elle ne peut pas construire sa relation d'après. C'est ça. C'est un peu ça. Si je ne fais pas le deuil et si je ne suis pas capable d'accepter que ça m'est arrivé, ça va peut-être me réarriver, mais je n'ai plus cette peur-là que j'ai déjà eue. Ouais. Il y a quelques années, je me suis promené dans le village gay à Montréal et j'avais un homme clairement intoxiqué qui a voulu s'en prendre à moi et à des amis autour. Et tout le monde me regardait et s'attendait à ce que je sois le premier qui réagisse. Parce que ça allait peut-être te rappeler l'altercation que tu as eue. Exact. C'est ça, Et j'étais le plus calme du lot. OK. Fait que quelque part, même ça t'a comme montré à toi-même peut-être que cet événement-là, tu l'as géré. Dans le fond, tu étais capable de l'accepter, mais de le gérer à quelque part. Oui, puis comme je l'ai vécu, je sais un peu maintenant quoi faire et quoi ne pas faire dans ce type de situation-là. Ouais. Puis c'est ça aussi la force. Tu sais, quand on parle de la force mentale, c'est de se servir de notre bagage pour être capable d'affronter autre chose. Ouais. Si on ne se fait pas confiance comme être humain, on ne pourra pas se servir de notre bagage, puis on ne sera pas capable d'affronter des trucs qui peuvent être semblables ou des trucs qui peuvent être complètement différents, mais que le bagage qu'on a vécu pourra nous aider à affronter. Je veux absolument te poser une autre question, il reste encore quelques minutes, mais maintenant que tu es parent toi-même, je t'avais pas posé cette question-là, puis ça m'est venu en sachant qu'on allait se parler. Tes parents qui habitent pas Montréal, comment ils ont vécu ça? Parce que comme parent, on sait c'est quoi être parent, je suis parent moi aussi, puis quand tu as des enfants, veux pas, tu t'inquiètes, puis tout ça, mais comment ils ont vécu cette tragédie-là? C'est quand même un acte assez incroyable. C'est drôle parce que, on parlait de tabou, ça fait partie des trucs tabous encore aujourd'hui, un peu avec mes parents, parce que il y a eu comme une espèce de mésentente entre ma copine du moment et mes parents sur quand est-ce que je les voulais avec moi ou je les voulais autour de moi. Et ils sont arrivés beaucoup plus tard. Puis je pense que,
Tu sais, mon père fait partie de ces êtres humains qui a grandi, tu sais, qui est né dans les années 30 et qui a grandi avec un gars, ça broye pas. Mhm. Puis, c'est dans la misère qu'on forme les champions. Puis, broye, t'urineras moins, etc., etc. On les a tous entendus si on est d'une certaine génération. Et là, je pense que pour la première fois, ça le frappait que là, il pouvait pas me dire que c'est dans la misère qu'on forme les champions. Mhm. Puis j'étais pas plus champion parce que je venais de vivre un événement plus dur. Mon fils souffre en fait, a une défaillance à son système immunitaire. Ouais. Et un des premiers réflexes que j'ai eu quand on l'a appris, c'est de regarder mon père et de lui dire, tu sais, ce que tu peux plus me dire, tu ne peux pas lui dire à lui non plus. Mhm. Parce que c'est pas parce qu'il vit un moment difficile qu'il va être plus champion. Je suis pas plus champion parce que je me suis fait agresser. Non. Puis on ne souhaite pas ça. Non, T'aurais exact. mieux pu jamais vivre ça. Exact. Vraiment, là. Je suis plus champion parce que maintenant, je suis capable de vivre avec cet instant-là, ce moment-là que j'ai vécu. Ça, oui, je suis champion. Mais c'est pas la misère que j'ai vécue ou que j'ai passée à ce moment-là qui fait de moi un champion. C'est le moment présent et ma capacité à vivre des difficultés ou des moments difficiles puis à rester debout qui font une force plus que de dire, ben oui, j'ai survécu à une agression. Et c'est probablement pas ça qui fait qui tu es. Tu sais, je me dis des fois, oui, on a des événements qui nous changent, mais probablement que ton caractère était déjà comme ça. Moi, de la façon que je te connais, à l'écoute des gens, puis curieux, puis toujours prêt à prendre part à plusieurs, à apprendre des choses comme ça. Mais je pense pas que l'agression, est-ce que ça t'a amené tant que ça, un changement dans toi-même? Je pense pas. Ben, je suis devenu un peu plus... puis c'est sûr que, tu sais, j'ai pris des décisions de vie et je suis devenu un peu plus sédentaire. Je suis devenu un peu plus renfermé. J'ai moins sorti. J'ai eu une période d'une douzaine d'années où je n'ai pas vécu une vie aussi... tu sais, je sors, je vais dans des événements, je vois les amis, je me suis un peu renfermé sur moi-même, renfermé dans ma coquille, renfermé dans ma timidité. Ça a été un peu ma façon de me protéger. Et comme je te disais, là, il y a comme une espèce de regain depuis l'apparition de l'article à me dire, ben c'est quoi? Non. Je suis un gars jovial, je suis un gars drôle, je suis un gars sympathique, je suis un gars que les gens apprécient, je pense. Et j'ai envie de ressortir, j'ai envie de revivre des moments comme ça. Et ça, mais ça a été mon chemin de croix, si on peut dire. Ça a été mon chemin de croix à moi d'en arriver là puis de me dire, ben maintenant, j'ai cette force-là et je suis à une nouvelle étape de ma vie. Mais il faut accepter le moment où on est, puis il faut accepter l'émotion et la vivre correctement parce que sinon, ben c'est comme ça qu'on n'est pas capable de gérer puis de fonctionner mentalement. Merci beaucoup, Carl. C'est déjà le temps qu'on a ensemble, mais c'était fort intéressant. Je suis certain que les auditeurs ont beaucoup apprécié. Puis le but est vraiment d'aider les gens. Tu parlais tantôt de quelqu'un qui s'est reconnu dans l'article. Ben, j'espère que quelqu'un qui nous a écoutés se reconnaît. Puis donner espoir, je pense que c'est ça qui est intéressant avec nos propos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et bonne chance, bonne continuation pour le reste. Merci. À la prochaine. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro pour la deuxième partie de ce sujet-là que tu as commencé plus tôt dans l'émission, Pierre. Ondes cérébrales et technologies, de la science-fiction aujourd'hui, finalement. Exactement. Dans notre cours, en plus, à McGill. Hein. Oui, alors, je vais terminer la lecture de ce petit article qui s'appelle « Ondes cérébrales et paralysie », où on nous parle d'un groupe d'étudiants de l'Université McGill qui ont développé ce qu'on pourrait appeler un fauteuil roulant intelligent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire une personne paralysée peut parvenir à faire avancer son fauteuil roulant ou à le faire tourner, etc. Ouais. Alors, c'est un article écrit par M. François Shalom de la Montreal Gazette. Alors, Mme Hatter, qui est un des participants à cette expérience, il a dit « C'est presque de la science-fiction.
Xiong, elle, nous dit « On ne peut pas simplement imaginer une pomme ou un café pour qu'ils émettent une onde spécifique, mais c'est différent avec l'imagerie motrice. C'est un signal, en fait, très robuste. Généralement, un projet de cette envergure prendrait plusieurs mois, selon Hutter, qui a ajouté des fonctions telles que l'envoi d'un texto et la capacité de transmettre la position précise au personnel soignant de la personne en fauteuil roulant en cas de stress élevé. Tellement de choses auraient pu mal tourner, nous dit Xiong. Elle nous dit, premièrement, la chaise doit faire ce que le logiciel lui dit de faire. Le logiciel doit appliquer les données de manière réglementée, donc il doit être bien ficelé. Les électrodes doivent être bien attachées. Et enfin, si tout ça fonctionne, le cerveau doit fonctionner. J'ai l'impression aussi l'individu qui le laissait, peut-être qu'il y a des individus qui sont meilleurs que d'autres pour activer la chaise, dans le sens que je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est possible aussi que ça peut prendre une certaine période d'entraînement aussi pour la personne aussi. Ouais. Alors, on nous dit, outre la supervision du projet en tant que chef d'équipe, Xiong a également dirigé l'équipe Machine Learning, responsable de transformer les pensées en commandes physiques. Elle nous dit que c'était vraiment une moyenne de 50 heures par semaine. À vrai dire, elle nous dit, j'ai séché mes cours à cause de ce projet. L'équipe a présenté la chaise roulante à Google à la fin avril 2019. De plus, des professeurs à McGill se sont dit intéressés à collaborer pour poursuivre des recherches en lien avec le fauteuil roulant. Madame Xiong nous dit « Il régnait une atmosphère formidable au sein de l'équipe. C'était notre projet entièrement à nous. C'est pour ça qu'on s'est tellement amusés. » Je comprends. Ils se sont amusés entre eux. Surtout quand ça fonctionne, c'est tellement, c'est tellement intéressant. Parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner. Maintenant, un court article d'un sujet similaire. On a fabriqué une main, si on peut dire, artificielle, contrôlée par le cerveau d'une personne paralysée. On appelle ça, en réalité, non pas une main artificielle, mais un exosquelette. Là, c'est difficile à expliquer, on est à la radio, mais ça ressemble en fait à un squelette humain d'une main. Okay. Dans le sens qu'il y a 4 ou 5... morceaux, si tu veux, rigides, là, qui vont entourer chacun des doigts et qui sont reliés ensemble. Mais la main, elle a une apparence humaine ou est-ce que ça le dit? C'est ce que je te dis, la main, en fait, l'exosquelette recouvre la main originale de la personne paralysée. D'accord. Et le cerveau va faire bouger l'exosquelette qui, lui, va faire bouger la main. C'est ça, c'est un peu comme c'est ce qui aide la vraie main à bouger. Exactement, oui. Intéressant. Hein? Alors, ça vient du site ici radiocanada.ca. À la fois léger et portable, un exosquelette de la main contrôlé par la pensée a été créé par des ingénieurs suisses associés à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ce progrès pourrait éventuellement aider à restituer la capacité de saisir des objets de certaines personnes paralysées. Pour le chercheur Luca Randazzo, cette percée permettra d'aider plusieurs personnes qui ont un handicap moteur dans la vie de tous les jours. À l'avenir, en combinant des appareils portables avec des interfaces personne-machine performantes, ce type de système pourrait offrir une aide pratique et salutaire au quotidien. Cet exosquelette s'attache à l'aide de bandes velcro autour des articulations de la main. Il se pose en quelques minutes et des câbles en métal servent de tendons sur le dessus de chaque doigt, mais sans obstruer la paume afin de maximiser les sensations de la main. Des moteurs installés dans un boîtier fixé sur la poitrine servent à tirer ou à pousser chaque câble, suivant que l'on veuille tendre le doigt ou le plier. L'invention a été conçue pour être adaptable. Il est en effet possible de choisir l'interface de contrôle en fonction des capacités résiduelles de la personne, comme par exemple la détection des mouvements de l'œil, une interface vocale d'un téléphone intelligent, l'activité musculaire résiduelle du membre endommagé et la détection des ondes cérébrales à l'aide d'un casque. Dans la présente étude, l'équipe de recherche a muni les utilisateurs d'un casque afin de mesurer les signaux du cerveau lors du maniement de l'appareil.
Elle a ainsi découvert que les mouvements commandés par l'exosquelette à la main génèrent des ondes cérébrales caractéristiques du mouvement d'un membre normal. Ce qui rejoint l'article de tantôt, finalement. Ouais. L'équipe a été surprise de constater que si les mouvements dictés par l'exosquelette sont combinés avec l'utilisation d'une interface, des signaux très particuliers sont générés. Et des ondes cérébrales inattendues qui pourraient aussi faciliter le contrôle de l'exosquelette. Le dispositif a été testé sur des personnes paralysées à la suite d'accidents vasculaires cérébraux ou de lésions de la moelle épinière. Les prochains efforts se concentreront sur l'amélioration du système pour aider ces personnes à effectuer les tâches quotidiennes à la maison ou encore comme outil de rééducation. La région du cerveau impliquée dans le contrôle des mouvements du corps s'appelle le cortex moteur et elle est divisée en deux, un côté droit et un côté gauche. Le cortex moteur droit est principalement sollicité lors de la mobilisation de la main gauche et vice-versa. Dans leurs travaux, les chercheurs ont pu observer, comme prévu, une activité cérébrale contralatérale chez les personnes qui subissaient passivement les mouvements de l'exosquelette. On nous dit... En terminant, cette activité cérébrale est générée par l'association entre contrôle volontaire et retour d'informations cohérent de l'appareil pourrait être exploitée afin d'améliorer le contrôle d'exosquelette par des ondes cérébrales, concluent les chercheurs. Autrement dit, on est bien parti. Très intéressant. Merci beaucoup du sujet. C'est vraiment bien. On va suivre ça, c'est sûr. Ondes cérébrales et technologies. Merci. Et on poursuit à Folie douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce cette semaine, donc je remercie bien sûr Pierre Laporte à la mise en onde. Merci Pierre d'avoir été à chaque semaine, évidemment, avec moi pour justement assurer la côté technique de l'émission. Et également pour tes blocs Espresso cette semaine, fort intéressant, ondes cérébrales et technologies. Oui, je pense que ça apporte de l'espoir à bien des gens. Absolument. Il y a tellement de belles choses qui se passent. Je trouve que c'est intéressant à suivre. C'est sûr qu'on suit ça pour le futur. Je remercie notre invité qui a été bien généreux de venir partager encore son vécu qui était plutôt douloureux il y a de ça plusieurs années, l'agression qu'il a subie en 2002. Alors Carl Charret était des nôtres, puis ça a été vraiment intéressant de le revoir en studio et qu'il soit avec nous pour partager ça et faire un retour finalement sur sa vie. Alors c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci d'avoir été là et bonne semaine à tous. À la prochaine Folie douce. Au revoir.